on va céder la place à Pascal. Donc je rappelle peut-être pour ceux qui viennent de prendre en cours la diffusion de ce colloque que Pascal Linard est auditrice en accessibilité numérique au SPF BOSA. Alors on va s'autodiscipliner tout de suite puisqu'on parle d'accessibilité. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que le SPF BOSA peut être. Donc c'est un service public fédéral. BOSA, c'est un acronyme moitié néerlandais, moitié français. Donc c'est stratégie et appui. Donc en fait, Pascal travaille pour une administration fédérale qui propose des services d'audit à qui au service public qui, selon une directive accessibilité dont elle va vous parler dans le détail, qui existe depuis 2016, impose à ces services publics d'avoir un site internet et des applications mobiles accessibles. Donc elle va nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui se cache derrière cette norme, donc quel type de critères et avec quel point d'attention on peut aborder cette question pour des publics qui sont en difficulté, en situation de handicap ou autre difficulté. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pascal. Moi, je vais me mettre là au premier rang et puis je viendrai te rejoindre tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci Cécilia et merci d'avoir proposé cette intervention dans le cadre du colloque aujourd'hui. Alors, on va principalement parler pendant les 30 à 40 minutes qui suivent de l'accessibilité numérique qui concerne spécifiquement tous les sites internet et les applications mobiles du service public. Donc dès que vous avez un renseignement ou un service à consulter au niveau fédéral, communautaire ou régional, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, je vous propose une super interface qui donne très envie en première slide. Donc ça, c'est le genre de site que vous pourriez être amené un jour éventuellement à consulter, où le fond est, avec les spots ici on le voit moins, mais qui est marbré bleu clair avec des polices de caractères différents, avec ce qui est encerclé en rouge, un onglet, on ne sait pas très bien vers quoi il nous mène, il y a un tas de chiffres dessus, mais on ne sait pas très bien ce qui va nous indiquer derrière. Une autre possibilité quand vous consultez un site, c'est de vous retrouver sur un site de la commune. Alors ici, si tout va bien, on a accès aux informations, aux horaires éventuellement, mais pour peu qu'une personne utilise en tant que personne malvoyante un lecteur d'écran ou une synthèse vocale, ça ne se voit pas, mais il va entendre juste tableau, 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 colonne, 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 si à l'arrière du site, ça n'a pas été conçu pour avoir ce que nous, on voit, c'est-à-dire une date, un calendrier, une information. Même chose, une personne qui utilise un lecteur d'écran en tant que ou personne malvoyante ou aveugle va être face à cette interface qui nous indique, voilà, vous avez le choix, vous pouvez cliquer oui ou non. Mais si de nouveau le site n'a pas été conçu de manière à intégrer ce lecteur d'écran, il n'y a pas du tout de lecture de la consigne. Donc la personne ne sait pas qu'en fait on lui demande avez-vous un passeport, oui ou non. Donc ça c'est le genre de choses qui ne se voit pas comme ça à l'interface, mais c'est justement ce qui n'a pas été construit ou prévu à l'arrière. Donc finalement tout ce genre de situation, c'est vraiment ça relève de l'accessibilité numérique. Tous ces blocages, tous ces freins, c'est inclus dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité numérique, en tout cas au niveau du SPF. Alors juste, la présentation a été faite. Je suis donc consultante et auditrice en accessibilité numérique chez BOSA et anciennement formatrice à lire et écrire. Donc je reste au service de, même si la société devient de plus en plus numérisée, à tendre vers le fait qu'elle reste accessible à tous. Donc qui est concerné par cette accessibilité numérique? On aurait éventuellement tendance à se dire que c'est une certaine partie de la population, mais finalement on est absolument tous et toutes
concernés parce qu'on peut absolument se retrouver demain avec un bras dans le plâtre, on n'a pas l'utilisation de notre main, on peut se retrouver dans un environnement qui est éventuellement trop bruyant, on n'a pas accès à ce qui est sur notre application. Donc finalement, que ce soit une personne qui porte un handicap de manière permanente ou on se retrouve chacun d'entre nous dans une situation temporaire, on est absolument tous concernés à avoir accès aux informations et services publics. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas ses lunettes, ça peut être des tremblements des mains, ça peut être quelqu'un qui est atteint d'autisme, d'épilepsie, de tout ce genre de choses. Les personnes aussi, ici vous avez un exemple, une personne daltonienne qui représente quand même une partie de la population. Si les schémas, les couleurs, les images, les graphiques, les textes sont conçus avec des contrastes particuliers, une partie de la population est exclue de ce genre d'informations, surtout si par exemple vous avez à gauche les couleurs, à droite ce que la personne daltonienne voit. Si en plus les couleurs ne sont pas légendées, l'information passe complètement à côté. Comment est-ce qu'on pourrait alors définir cette accessibilité numérique? En fait, elle s'inscrit dans une démarche d'égalité et constitue un enjeu politique et social essentiel. Et elle vient vraiment garantir sans discrimination l'accès aux services publics pour toutes les personnes. Donc en ça, on peut rejoindre quelque part l'approche et la définition de l'alphabétisation, puisque elle reste aussi dans cette démarche d'émancipation, d'autonomie des utilisateurs. Donc là où peut-être les deux définitions peuvent se rencontrer, c'est dans cette intention de rendre un maximum les informations accessibles et en tout cas ne pas ajouter des freins dans la construction des sites aux personnes qui utiliseraient des lecteurs d'écran. Si une personne peut comprendre le français oralement, mais peut-être pas le lire facilement, au moins pouvoir utiliser des synthèses vocales et que le site puisse être compatible avec ce genre d'assistant technique. Alors vous avez droit à une petite minute historique simplement pour prendre conscience que finalement tout ça est relativement récent, même si cette directive européenne depuis 2016 est sortie. On peut voir qu'elle prend ses racines aussi dans cette directive cette loi qui était sur l'égalité des chances en 2005, et c'est seulement chez nous en Belgique en 2019 que l'arrêté royal a transposé cette directive européenne pour nos sites publics et nos applications publiques ici en Belgique. C'est depuis uniquement le 23 septembre 2020 que les sites sont tenus obligatoirement de poster une déclaration d'accessibilité sur leur site. Et d'ici 2025, cette directive va s'étendre au-delà des services publics. Donc, si on s'intéresse d'un peu plus près à cette directive, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle va demander donc d'aller vérifier les sites et les applications par un travail d'audit. Donc il y a un échantillon qui a été constitué sur base du nombre d'habitants, il y a un calcul qui a été fait par rapport à la population et il y a un échantillon qui a été constitué au sein de notre service pour couvrir un maximum de familles et de catégories, pour ne pas uniquement se focaliser sur un secteur. On a vraiment échelonné tout ça sur plusieurs secteurs. La directive demande qu'un rapport soit sorti sur le contrôle qui a été fait, sur l'audit qui a été fait sur le site ou l'application. Dans ce rapport, on doit pouvoir trouver le niveau de conformité du site ou de l'application. Et j'y reviendrai aussi après au niveau de conformité. Ce niveau de conformité, on va le retrouver dans la déclaration d'accessibilité que je vais détailler dans un instant aussi. Cette directive, elle va prendre en compte certains principes et certains critères. Ce sont des critères que vous avez peut-être déjà entendu parler éventuellement, qu'on appelle les WCAG, et qui sont vraiment toutes ces règles qu'on va aller contrôler sur le site. Alors il y en a des centaines de critères, et donc ils ont été, pour faciliter le contrôle, regroupés en
4 familles, on va dire. Et donc, on va aller contrôler le site pour voir, tiens, est-ce qu'il est perceptible, est-ce qu'il est utilisable, est-ce qu'il est compréhensible, et est-ce qu'il est robuste. Donc, en quelques exemples, perceptible, on va aller voir s'il y a des vidéos qui sont bien sous-titrées. On va aller voir si la mise en page est suffisamment simplifiée. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand on est en apprentissage de lecture et d'écriture, de pas surcharger. Ce sont des points d'attention qui sont vérifiés. Tout ce qui est vue, ouïe, mais aussi le sens du toucher pour la navigation au clavier doit pouvoir être pris en compte dans la conception du site. On va aller vérifier si, au niveau de tous les critères utilisables, par exemple, il y a suffisamment de temps pour interagir sur le site en tant qu'utilisateur. Tout ce qui est aussi vidéo, fond d'écran, flash, images animées, on va aller voir si elles sont pas surchargées ou trop animées, même si voilà, il y a beaucoup de créativité sur certains sites, mais ça peut déclencher des crises ou d'épilepsie, ou chez les personnes autistiques, c'est des sites qu'on referme en 2 secondes. On va regarder si les formulaires sont légendés, on va aussi aller voir si les langues sont précisées, si les abréviations aussi ont été explicitées quelque part. Pour quelqu'un qui doit déduire que DE, ça va aller vouloir dire, OK, si je clique là, je vais pouvoir voir mon site en allemand, etc. Voilà, ce sont des points d'attention pour vraiment prendre en compte un maximum de profils. On va aussi aller vérifier donc si le site est robuste, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être navigable sur Firefox, Google Chrome, peu importe le navigateur. Et dans l'aspect robuste du site est aussi inclus le fait de pouvoir être compatible avec, si j'utilise un clavier braille, si j'utilise une synthèse vocale, si j'utilise des loops, voilà, tout ça doit pouvoir être s'utiliser sur tous les sites. De nouveau, si c'est pas conçu à la base, ça exclut un tas de personnes qui utilisent ce genre d'assistance technique. Alors, juste concrètement, des petites choses qui peuvent facilement réduire l'exclusion des utilisateurs, c'est de minimiser le nombre de fois où il faut aller encoder un tas de données. Si par exemple il y a un bras dans le plâtre ou une main paralysée ou quelqu'un qui n'a pas l'utilisation d'un membre, de pouvoir aussi faire des raccourcis, de pouvoir avoir des menus déroulants pour pouvoir juste cliquer plutôt que encoder. Pour les utilisateurs, donc comme on disait tout à l'heure, de lecteurs d'écran, de pouvoir simplifier les espaces pour que les assistants techniques ne doivent pas avoir des trous entre les différentes fenêtres. Au niveau du spectre autistique, de nouveau, pouvoir avoir une logique simplifiée dans les interfaces, ne pas surcharger le nombre d'informations par page. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui sont facilement, qui sont faciles à aller améliorer, parfois en changeant 2-3 codes dans la conception du site. Hop, on va pouvoir faciliter l'accès à pas mal de personnes. Ce qu'on a relevé comme erreur, on va dire, fréquente dans les contrôles qui sont en cours, c'est bien souvent un manque de description dans les images. Donc on peut avoir une image avec 2 personnes qui se serrent la main, c'est super, mais si c'est pas décrit que ce sont 2 politiciens qui sont occupés à traiter de tel ou tel sujet, ben voilà, c'est ça, on passe à côté du service ou de l'information. Il manque souvent aussi des légendes, un grand problème aussi de contraste souvent sur les sites, que ce soit des images ou les textes, et on relève aussi souvent un manque de logique dans la structure ou des pages ou du site. Alors là, les gens se disent souvent, mais alors est-ce que nous, notre site, est-ce qu'il est soumis à cette directive? Les organismes se disent, est-ce qu'on est inclus là? Donc, tous les sites publics sont inclus, toutes les applications mobiles doivent répondre à cette directive et aussi toutes les organisations qui sont subsidiées à plus de 50% par l'État belge doivent se soumettre à la directive. Alors, elle nous impose cette directive.
en tant qu'organisme public, on n'a pas le droit de dire non, non, mais c'est gentil, on n'a pas besoin de votre audit. Si ça fait partie de l'amélioration qui est en cours du process. Chaque organisme doit donc alors établir, voilà ce qu'on compte faire comme amélioration dans l'année à venir, voire même les 3 ans. Donc de tenir compte des ressources pour pouvoir mettre ça en place. Une des obligations aussi, c'est absolument de rendre publique cette déclaration d'accessibilité que je vais détailler et de pouvoir rendre public ce niveau de conformité. Et au sein de BOSA, nous sommes tenus de faire nos audits, de les rendre publics et de donner cet état des lieux dans un rapport qu'on remet à l'Europe. Donc on a une photographie générale des sites publics communaux, au niveau communautaire, au niveau régional et fédéral. Alors souvent on se dit bon alors qu'est-ce qui va nous tomber dessus si on n'est pas encore avec notre site qui est accessible. Pour le moment, il n'y a pas encore comme d'amende, en tout cas en Belgique. D'autres pays, ça peut arriver, mais donc le levier, je vais dire, qui peut y avoir, c'est déjà la valeur de pouvoir prendre en compte sans discrimination tous les utilisateurs qui vont aller surfer sur le site. Donc maintenant que la directive et la déclaration doit être présente sur les sites, il y a aussi une possibilité de porter plainte si un utilisateur n'est pas content. Donc qu'est-ce qui est engagé, c'est aussi un peu l'image de l'organisme via son site. Alors la directive européenne, elle a été transposée dans notre loi ici en Belgique. Il y a un arrêté royal qui a été fait en 2019 et suite à cela, des organismes de contrôle qui ont été désignés pour pouvoir aller mettre ça en place sur le terrain. Et donc, comme tout est simple en Belgique, nous avons 7 entités avec chacune leur organisme de contrôle qui est dans ce processus de faire des audits aussi. Alors, on s'est dit au sein de BOSA qu'on allait harmoniser notre travail, qu'on allait avancer ensemble avec les différentes entités en centralisant aussi nos rapports, en ayant les mêmes interfaces aussi dans les rapports qu'on rend aux responsables de site, qu'on allait prendre les mêmes outils pour aller scanner, sonder, contrôler les audits. Donc tout ça a été mis en commun et on a créé donc ce comité de pilotage qu'on a appelé le BWAO, qui est notre groupe de travail pour pouvoir aussi centraliser tous les résultats qui émergent de nos contrôles afin de pouvoir aussi collaborer et faire ce rapport qu'on va remettre à l'Europe. Alors au sein de BOSA, on a donc une structure où on est donc vous avez d'abord trouvé le service fédéral stratégie et appui, dans lequel on a le département de transformation digitale, au sein duquel vous allez trouver le service d'accessibilité numérique. Et on a comme public principal auquel on s'adresse tous les responsables de sites. Donc ça peut être quelqu'un qui va autant mettre du contenu sur le site, qui va le créer, des web designers. Et on a aussi un travail de collaboration avec des partenaires sur le terrain qui sont aussi en soutien aux personnes porteuses de handicap pour pouvoir les consulter, pour pouvoir aussi soumettre nos listes, par exemple, d'échantillons de sites, entre autres. Alors, ce qu'on a comme mission principale, donc c'est d'abord celle de sensibiliser. Ensuite, on a aussi tout notre travail d'audit. On a encore comme mission celle de conseiller. On a un grand volet aussi qui est en développement sur nos formations. Et puis on a notre fameux travail de rapporter cet état des lieux où on en est en Belgique sur l'accessibilité numérique au niveau de l'Europe. Alors comment est-ce qu'on concrètement on développe ces missions? Par exemple, aujourd'hui, c'est déjà une forme de sensibilisation, évidemment. Nos audits aussi, une fois qu'un responsable de site reçoit
son rapport, il se dit bon bah ok, on va s'y mettre. Tout le monde n'était pas spécialement parfois au courant qu'il fallait se mettre aux normes, et donc à partir du moment où la personne reçoit son rapport, on l'accompagne. On a développé notre site internet, on a développé des outils, on peut aussi être le porte-parole pour remettre, tiens voilà, on a été mis en copie de gens qui sont insatisfaits sur l'utilisation de certains sites, et remettre ces plaintes vers les responsables de sites. Puis on a tout notre travail d'audit qui a consisté à aller scanner, contrôler les sites avec des outils qu'on a conçus et qu'on a développés pour une partie qui est automatisée dans le contrôle, et on a toute une partie, un volet qui est fait manuellement pour aller contrôler le site, voir s'il est bien conforme à cette directive. Et alors on a depuis très peu de temps une centrale d'achat vers laquelle les organismes publics peuvent faire une demande pour ou recevoir des conseils, ou recevoir un audit, ou recevoir des formations. Alors on a aussi tout notre accompagnement qui est fait pour conseiller les personnes donc où vont développer un site, ou les organismes qui vont commencer à mettre aux normes leur site. Donc on accompagne à chaque étape de ce processus les personnes impliquées en leur disant ben voilà, peut-être que la priorité ce sera de commencer par installer une déclaration d'accessibilité, de ne pas mettre votre site internet à la poubelle ni d'en refaire tout à fait un nouveau, mais de recommencer peut-être avec ce qui est là et d'évoluer progressivement en mettant aux normes petit à petit les critères qui ont été relevés comme faisant défaut. Alors il y a la possibilité aussi de faire une commande pour les organismes publics pour pouvoir recevoir une formation, et donc on est occupé aussi dans l'avenir, on voudrait vraiment faire des formations sur mesure par rapport au public qui viendrait dans ces formations. Ça peut être des personnes qui ont besoin d'un recyclage, ça peut être des personnes qui ont besoin d'être plutôt sur la communication, sur le développement du site. Voilà, tout ça est en cours dans notre centrale d'achat pour le moment. Et puis alors, on a aussi cette mission de rassembler, donc pour le moment, ce rapport à l'Europe qui doit être rendu fin du mois de décembre, fin de l'année. Alors, en quoi consiste un audit? L'audit, il va aller vérifier si le site est en adéquation avec la directive. Donc, on va aller scanner le site, on va relever un tas d'erreurs qui va être soumis et rendu donc aux responsables de site, et qui va être une impulsion, un premier tremplin pour se dire ok, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on prend en priorité dans nos moyens, dans nos possibilités pour pouvoir améliorer ce site. Et l'audit consiste aussi, c'est une obligation dans la directive, d'aller vérifier s'il y a une déclaration et en quoi elle est conforme, parce que parfois il y a des déclarations qui sont là mais qui sont incomplètes. Qu'est-ce qu'elle demande, cette directive, au niveau de la déclaration d'accessibilité? En fait, elle demande que les responsables indiquent dans le footer, souvent du site, dans le pied du site, un document qui va communiquer à l'utilisateur, voilà, nous on a notre site qui est peut-être conforme, ou peut-être pas tout à fait conforme, voilà ce qui n'est pas accessible dessus pour le moment, et si vous avez besoin de documents, d'informations, de plans, d'archives ou autres qui sont sur notre site mais que vous ne parvenez pas à pouvoir consulter, l'organisme doit proposer une alternative obligatoirement. Soit on vous les fait parvenir autrement, soit il y a quelqu'un sur place qui peut vous les procurer, mais la déclaration d'accessibilité est le lieu pour proposer les alternatives, et aussi le plan d'amélioration, c'est-à-dire que on doit pouvoir être révisé chaque année pour dire voilà où on en est dans notre progression. La déclaration aussi donc stipule le niveau de conformité. Alors, si des personnes restent insatisfaites avec des blocages, on en reçoit, on reçoit pour le moment des gens qui disent, avec les sites notamment sur la santé, pour le moment, on se dit mais voilà, il faut cliquer 3 fois avant d'arriver à certaine information. Donc, si le site ne réagit pas, si les personnes qui sont stipulées sur la déclaration
voilà, l'utilisateur reste insatisfait, la déclaration doit stipuler un échelon plus haut, donc un médiateur ou autre, pour pouvoir continuer à porter plainte. C'est en ça que de temps en temps on est mis en copie aussi. Et donc voilà, ça c'est un exemple d'interface. Donc c'est la petite flèche rouge vous indique simplement où vous pouvez trouver sur les sites publics des déclarations d'accessibilité quand elles existent. Et voilà, petit chapeau bas pour les réécrire qui a, malgré le fait de ne pas être soumis à la directive, a spontanément aussi fait sa déclaration. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas soumis à la déclaration qu'on n'a pas eu aussi des demandes de personnes ou d'organismes qui disent voilà, nous on voudrait prendre en compte cet aspect et on se demande comment faire, on se demande par quels critères commencer. Donc ça c'est très bon signe aussi. Voilà en gros à quoi ressemble la déclaration d'accessibilité, hein. C'est juste un document page A4 en quelques paragraphes. Alors en Belgique, on a principalement 3 niveaux de conformité. Donc vous pouvez avoir un site qui est soit pas conforme, soit partiellement conforme, soit totalement conforme. Alors quand il est non conforme, c'est que soit il n'a pas de la déclaration, donc dès qu'il n'y a pas de déclaration, il est considéré non conforme puisqu'il n'est pas conforme à la directive, ou bien ou il n'a pas respecté 50% des critères qui auront été contrôlés. Partiellement conforme, voilà, c'est l'inverse. Et quand on est totalement conforme, c'est uniquement un niveau qui peut être donné après un audit qui est ce qu'on appelle approfondi. Donc il y a pas seulement une partie des critères ou une partie des pages qui a été contrôlée, mais c'est un audit beaucoup plus long, plus coûteux, et qui demande de respecter l'ensemble alors des critères qui ont été contrôlés. Donc voilà un extrait d'un audit qui est généré après dans un rapport qu'on envoie au responsable de site. Le responsable de site va voir, ok, qu'est-ce qui a été relevé comme erreur, quelle est la fréquence de cette erreur et quelles sont les pages concernées par cette erreur. Ensuite, il a l'explication aussi de l'erreur qui est là. Ça veut dire qu'en interne, les ressources pour pouvoir comprendre le rapport, pour pouvoir mettre en application les améliorations, doivent être présentes ou de soumettre à un sous-traitant les améliorations du site qui se font évidemment progressivement. Souvent, c'est un petit coup de panique quand les organismes reçoivent cet audit. Mais l'idée, c'est de les accompagner progressivement pour pouvoir, même si dans 1 an, dans 2 mois, dans 5 ans, dans 2 jours, ils font un nouveau site, que tous ces critères soient d'emblée dans la construction et dans le développement des sites. Pour le moment, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y a vraiment une sensibilisation qui est occupée à se faire, une prise de conscience. Donc même des personnes ou des organismes, comme je vous disais, qui ne sont pas soumis, ont envie de faire l'effort d'améliorer leur site. On a vu quand même apparaître beaucoup de déclarations d'accessibilité. On voit aussi dans des marchés publics des critères d'accessibilité qui commencent à apparaître. Donc on s'attendait aussi, hein, quand on a commencé nos contrôles, que ce serait un processus assez long. Mais voilà, l'envie de collaborer est là. Et on peut aussi relayer maintenant de plus en plus les demandes, on peut relayer les plaintes. Donc on sait que le chemin est encore long, mais voilà, il est clairement entamé. Voilà, je pense que j'arrive tout doucement au bout. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, c'est des notions qui peuvent être encore approfondies, et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à poser des questions, à écrire, à donner votre avis, vos suggestions. Voilà. Merci. Voilà, merci Pascal. Je vais me tourner vers la salle. On n'est pas nombreux, mais voilà, petit à petit, on commence à arriver. Donc, je voulais savoir si, au niveau de la salle, tout d'abord, on va commencer par vous. Vous aviez des questions à poser à Pascal. Je vois que non, pas trop. Ah, Sylvie.
Donc je vais garder le micro et tu vas parler dedans pour ne pas multiplier. Moi, j'avais une question autour de la question justement de l'illettrisme, puisqu'en plus vous la connaissez bien. Donc, on voit qu'il y a c'est surtout axé sur des besoins spécifiques liés à différents types de handicap. Est-ce que la question de l'illettrisme et des bas niveaux de maîtrise des compétences de base, lecture, écriture, etc., ça fait partie d'une préoccupation ou pas? Apparemment non, pas en tant que tel. Et est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est comme ça ou... Alors, c'est sûr que c'est là où il y a ce petit gap dans le public de lire et écrire. Ce qu'il y a, c'est qu'un site public va avoir pour fonction de donner l'information, d'être au service de l'utilisateur, mais pas de lui apprendre la compétence non plus. Il n'y a pas de mission de pédagogie dans le site. Donc, on va prendre d'emblée, la personne est supposée déjà au moins capable de comprendre ou de lire un minimum. Donc, là où nous, on peut se rejoindre avec l'accessibilité numérique, c'est en tout cas ne pas ajouter des bâtons dans les roues en rendant un site qui est chargé, où les abréviations ne sont pas expliquées, où le langage au niveau du contenu est tout à fait hermétique. Mais ça va rester encore de la responsabilité et du bon vouloir, on va dire, des gens qui vont mettre le contenu dans la structure et comment a été conçu le site. Maintenant, comme tu disais, tous les techniques d'assistance, évidemment, peuvent venir soutenir les personnes qui ont en tout cas la compréhension orale de la langue. Voilà. Ouais. Mais c'est sûr, c'est pas écrit noir sur blanc dans la directive pour ce public-là, même si ça inclut tout le monde. Ouais. Voilà, je vais passer la parole à Louise, alors qui a recueilli les questions sur le site. Voilà, oui, bonjour à tous. Oui, j'ai plusieurs questions. Donc voilà, la première, qui doit être, je pense, un classique, c'est donc on peut saluer les démarches de contrôle qui sont mises en place pour vérifier l'accessibilité des sites, mais qu'en est-il de sanctions, notamment financières, en cas de non-respect? Oui. Alors, quand je disais tout à l'heure, en Belgique, il n'y a pas encore de sanctions financières. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Il y a des pays dans lesquels c'est appliqué. Comme je disais, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de sensibilisation. Donc, on accompagne les gens, on accompagne les organisations. Les obligations, là où elles sont tenues, c'est de se soumettre à l'audit, c'est de se soumettre aussi à la déclaration d'accessibilité, qui doit être révisée chaque année, qui doit être là obligatoirement. Mais on n'a pas quelque chose pour taper sur les doigts. Là, voilà, peut-être que dans les années à venir, ça pourrait arriver. Oui, mais il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction financière. D'accord. Une autre question, vous évoquez des collaborations avec des associations de terrain. Voilà, de quelles associations s'agit-il concrètement, ou quelles associations sont envisagées, et comment BOSA va veiller à ce que ces associations d'usagers soient représentatives de la diversité des publics qui sont potentiellement en difficulté avec le numérique? Alors, il y a déjà tout un travail qui est fait avec la CAWAB, avec ECLA, avec le BDF, mais voilà, nous, on peut les consulter, on peut les inviter dans nos webinaires, on peut les inviter dans notre comité de pilotage. On est en discussion avec eux, on prend en compte un maximum de réalités. Souvent, ils sont déjà eux-mêmes très à la pointe aussi sur justement une question technique, évidemment. Voilà, il y a une démarche qui va en parallèle pour le développement des contrôles, mais il y a pas quelque chose de prévu spécialement pour le moment. Voilà, de développement ou de construction d'un projet spécifique. Je ne sais pas si ça répond à cette demande, à cette question. Oui,
Je suppose que la question, c'était voilà, de savoir que vous allez travailler, enfin, vous collaborez peut-être déjà avec certaines associations, notamment d'associations représentatives de personnes en situation de handicap physique. Mais non, évidemment, les publics qui sont concernés par les difficultés avec le numérique, je pense, vont au-delà des publics concernés par le handicap physique. Donc, est-ce que cette problématique est aussi pensée au sein de Beaux-Arts, au sein du service d'accessibilité numérique? Est-ce qu'on voit au-delà de l'accessibilité comme quelque chose qui doit aussi inclure non seulement les personnes en handicap physique, mais aussi peut-être d'autres publics? Ben, en fait, c'est pour tout le monde, parce que ça peut arriver d'être empêché d'utiliser un site pour tout le monde, tous les citoyens, que ce soit une personne qui, en vieillissant, a l'essence qui diminue, sens de la vue, sens de l'ouïe, ça peut être demain, je suis dans le plâtre, ça peut être, donc, enfin voilà, les organismes qui sont spécialisés dans le soutien des personnes porteuses de handicap sont tout à fait inclus, mais au sein de Beaux-Arts, on doit garder cette vue hélicoptère pour absolument tout utilisateur. Donc, on doit être pointu sur tous les publics, tous les profils. Ouais. Merci. J'ai encore une autre question. Alors, la directive européenne. Donc, pour revenir sur la directive européenne, est-ce qu'elle interroge la lisibilité d'un site au sens du vocabulaire utilisé, de la clarté de l'information, de l'usage d'un langage simplifié? Est-ce que aussi cette approche est prise en compte? Alors, oui, on va regarder si la compréhension du site reste simple, notamment dans les interfaces, dans le nombre d'informations, la taille, le contraste, etc. Mais le contenu, les mots qu'une commune va choisir d'utiliser, qu'un organisme pour l'emploi ou autre va continuer à vouloir utiliser, nous on peut pas vraiment aller intervenir et on a une partie du contrôle qui se fait automatiquement, une partie du contrôle qui se fait manuellement, mais tout ce qui est lire, écrire, voilà, dans l'approche vraiment simplifiée, ça va pas être inclus en priorité. Ça reste une volonté du développeur et des personnes qui sont responsables de rédiger les contenus qui vont être. C'est comme l'écriture inclusive. C'est pas, voilà, ça va rester un libre choix des responsables de site aussi. Maintenant, comme je disais, tout ce qui est pouvoir guider sur la langue, sur les abréviations, sur les jargons, tout ça, ce sont des choses qui sont vérifiées. Oui. Donc, je suis pas sûre d'avoir compris. Donc, vous faites quand même donc vous prenez en compte l'utilisation de jargon, mais la notion de langage simplifié, par exemple, dans les formulaires administratifs. N'est pas prise en compte. Oui, si. Je ne pense pas. Oui, maintenant, on va pas aller voir si le site est en langage simplifié. Il y a des sites qui sont spécialement conçus comme ça pour voilà, au niveau pédagogique ou des publics, voilà, il y a même des très beaux sites qui sont faits par la Wallonie aussi, qui sont spécifiquement faits pour des écoles. Voilà, ça a été un projet spécifique avec un langage simplifié. Mais nous, ce qu'on va aller vérifier, c'est vraiment quand il y a des abréviations, des raccourcis, des choses comme ça. Donc ça va pas être des abréviations. Oui, voilà. Ok. Oui. Ok, donc le texte en lui-même voilà. n'est pas contrôlé, ce serait pas possible. On n'a pas loin de 5000 organisations. Donc publiques, on peut avoir un site qui va être très bien présenté en termes de visibilité,
de contraste, de choix de police, mais qui va peut-être utiliser un langage administratif incompréhensible. Qui va rester à un niveau un degré de langage qui peut rester complexe. Maintenant, ça fait partie de notre sensibilisation. Maintenant, c'est pas le contrôle ne va pas aller vérifier cette conformité-là, mais dans notre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les à faire, à pas faire, c'est des choses évidemment sur lesquelles on sensibilise beaucoup. D'accord. J'ai encore une dernière question, si on a le temps. Voilà. Est-ce que les bibliothèques publiques sont concernées par ce dispositif de contrôle et la conformité à la directive, enfin, au dispositif législatif? Et est-ce que, donc c'est une personne qui travaille dans une bibliothèque qui pose la question, et donc elle se demande aussi si, comme utilisateur, elle constate des difficultés d'accès. Est-ce qu'elle peut le signaler, et comment? Oui, et oui, pour les deux. Oui. Donc, oui, tous les services publics, donc au niveau aussi communal, sont soumis à la directive. Et tout utilisateur, avec ou sans déficience ou peu importe, peut toujours signaler tout ce qui est relevé au niveau du frein et de certaines barrières qu'on aurait rencontrées en consultant un site. Oui. Soit par la déclaration d'accessibilité, où elle peut trouver les coordonnées de la personne qui va réceptionner cette plainte, soit sur notre site aussi, on peut relayer ça auprès des responsables. Soit même s'il n'y a pas de déclaration d'accessibilité, il y a au moins toujours un contact aussi sur les sites. Donc oui, les bibliothèques sont soumises, et les utilisateurs sont toujours tous libres évidemment de se manifester là-dessus. Autant faire avancer les choses. D'accord, voilà. Le message est passé. Merci Pascal. Merci. Voilà, je pense que... Oui. Moi, Pascal, j'aurais voulu vous poser une dernière question. Oui. Par rapport à cette vague de Covid et le fait que pas mal d'administrations publiques se sont précipitées sur ces urgences de mettre leurs services à disposition du public, mais en ligne. Est-ce qu'on a vu un impact dans l'accessibilité de leur site? Je veux dire, est-ce qu'elles ont travaillé d'art n'importe comment, pour dire les choses un peu platement, ou bien est-ce qu'il y a eu vraiment une prise en compte des différents publics et de difficultés d'accès d'une catégorie du public ou pas? Voilà. Tu veux dire par rapport aux sites qui auraient été faits récemment et rapidement? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a observé là? Ce sont les sites pour lesquels on a observé plus de plaintes. Donc, ils ont été conçus rapidement. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si les sites qui étaient déjà là avaient déjà été sensibilisés, avaient déjà été contrôlés, s'il y a eu des nouveaux sites derrière ceux-là, souvent ceux-là ont été pris en compte. Les critères ont été pris en compte parce que les gens ont déjà été sensibilisés simplement. Si l'organisation était déjà avec au moins une personne dans son équipe conscientisée à la problématique, en général, ça avait déjà été pris en compte. Maintenant, voilà, comme c'est un processus qui est occupé à se développer, on commence à recevoir en fait des demandes de formation parce que les gens sont au courant, qui sont avec des sites qui sont pas encore aux normes. Donc ça passe aussi par une demande de conseil, et c'est là que nous, on a aussi une lecture sur différentes étapes du développement du site. On a aussi une lecture de dire alors voilà ce que vous pourriez prendre en compte. On se rejoint là à ce moment-là. Maintenant, tous les nouveaux sites, on n'a pas encore avancé suffisamment non sur les audits. Ça fait 2 ans qu'on audite, et on a on est entre, je sais pas moi, 30 000, 40 000 sites en Belgique. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir, et merci à vous. Pour faire la transition, c'est vrai que Louise vient de nous parler des bibliothèques. On vous a peut-être pas précisé qu'on avait parmi les participants donc un vaste kaléidoscope de personnes
qui sont issus de différents niveaux, secteurs professionnels. Donc il y a pas mal de bibliothèques, effectivement, et pas mal de services publics qui nous ont rejoints. Donc on espère qu'ils ont entendu avec des oreilles grandes ouvertes. Voilà. Donc, merci pour ton intervention. Merci Pascal.